Beaucoup de gens rêvent de voyager dans l'espace et peut-être même de rencontrer une vie extraterrestre. Les preuves de l'existence de formes de vie supérieures sont insuffisantes, bien que celles d'organismes unicellulaires soient concevables. Des champignons, des bactéries et des virus ont élu domicile à bord de la Station spatiale internationale, l'ISS, et y cohabitent absolument bien. Mais les microbes suivent les humains et non l'inverse. La base de la vie telle que nous la connaissons est l'eau liquide. En définitive, nous, les humains, sommes constitués de 80 à 85% d'eau. Nous devons boire environ 2 litres par jour. La vie sans eau liquide est difficilement imaginable. Même les organismes unicellulaires nagent généralement dans l'eau. Les virus n'ont pas nécessairement besoin d'eau, mais ils n'existent que là où il y a des formes de vie qu'ils peuvent infecter. Les virus dépendent donc aussi indirectement de l'eau liquide. Mais est-ce que les étoiles contiennent de l'eau ? Contrairement à la Terre, notre Lune et les autres planètes sont extraordinairement pauvres en eau liquide. Mars ne fait pas exception. Vous pouvez maintenant découvrir pourquoi. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. La Lune, première destination extraterrestre en bord de mer, pleine de glace. Johannes Kepler a pensé à un voyage sur la Lune dès le XVIe siècle. Cet homme intelligent, né en 1571, n'était pas seulement astronome, mathématicien ou physicien. Non, il aimait aussi philosopher sur la nature et considérer le Soleil comme le centre qui vainc la paresse des planètes et les force à se mettre en orbite. Même à cette époque, il pensait à la gravité sans savoir que ce concept existait. Il supposait qu'il serait difficile de quitter la Terre pour aller sur la Lune. À mi-chemin, le voyage devient plus facile, supposait-il également. 400 ans plus tard, aller sur la Lune était presque devenu une habitude, bien que très coûteuse. 8 humains y avaient déjà été envoyés sur un total de 12 à ce jour. En 1969, le premier équipage a été mis en orbite dans une fusée lunaire. Injection translunaire est le nom de la manœuvre par laquelle la fusée surmonte la gravité terrestre en tirant à nouveau jusqu'à ce que, à mi-chemin, elle soit happée par la gravité de la Lune et se précipite vers elle, facilitant ainsi le voyage. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser le pied sur la Lune, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'humanité. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Mais les 12 premiers visiteurs de la Lune ont également découvert que, outre des vues magnifiques sur la Terre, il y avait surtout des rochers. Qu'il puisse y avoir de l'eau semblait inconcevable. 40 ans plus tard, cependant, de l'eau a été détectée dans les échantillons de roches ramenés de la Lune, et entre-temps, on soupçonne même la présence de grandes quantités de glace au fond des cratères lunaires. Mais l'eau liquide n'existe pas sur la Lune. La Terre, l'endroit essentiel pour nous les humains, est pleine d'eau liquide. Les premiers astronomes ont dit « Nous sommes allés sur la Lune, mais nous avons en fait découvert la Terre ». En fait, la vue de la Terre depuis la Lune est l'une des images les plus importantes qui ont changé la pensée au XXe siècle. Être à l'extérieur et regarder la Terre de haut est une expérience époustouflante. Nous l'avons vue et redécouvert. Mais l'intérêt d'aller sur la Lune a diminué parce que l'humanité l'avait fait et que personne ne savait vraiment comment utiliser la Lune pour l'humanité. Et là encore, les gens ont vu exactement ce que cela coûtait d'envoyer des gens sur la Lune. C'était tout simplement trop cher. Garder la Terre propre et habitable est passé au premier plan, et c'est toujours le cas. Mars, notre plus proche voisine ? Les rêves des gens se sont ensuite tournés vers Mars. La planète rouge est la 4e en partant du Soleil, et donc notre voisine la plus proche. L'humanité rêve intensément d'un voyage vers Mars depuis que les premiers humains ont posé le pied sur la Lune. Il est toutefois notable que la réalisation de ces rêves ne s'est pas concrétisée en 30 ans, malgré ce que nous pensions au départ.
mais de nombreuses expériences ont déjà été menées sur Terre en vue d'un voyage vers Mars. Une expérience psychologique réalisée il y a quelques années visait à montrer comment les gens réagissent lorsqu'ils sont confinés ensemble dans un petit espace pendant 3 ans. Il faudrait probablement autant de temps pour faire l'aller-retour. Cela dépendrait beaucoup de la position de Mars par rapport à la Terre à ce moment-là. Malheureusement, le moment optimal pour une expédition sur Mars, avec la trajectoire la plus courte, est passé il y a quelques années. Mars fait son retour, mais cela prendra du temps. Après tout, la distance entre la Terre et Mars devrait diminuer un peu au cours des 25 000 prochaines années. Cela n'a aucune signification pratique pour le voyage vers Mars. Cela prendra quand même des années. En théorie, la colonisation de Mars est désormais envisageable. Mais il faudrait un peu plus que quelques gouttes d'eau. Vénus, notre plus proche voisine avec un minimum de vapeur d'eau. Pour Vénus, la deuxième planète, le voyage serait plus court. C'est vraiment notre plus proche voisine et notre voisine directe intérieure. Une distance dérisoire de 25 millions de miles, mais tout de même 10 millions de miles plus proche que Mars. Néanmoins, l'humanité s'est de plus en plus intéressée à Mars. Mais ce n'est pas parce qu'elle savait que Vénus est extrêmement chaude. L'eau s'y évaporerait. Cependant, des recherches montrent que la planète sèche d'aujourd'hui a un passé riche en eau. La vapeur d'eau est présente en petite quantité dans l'atmosphère, mais on suppose que le vent solaire a extrait au fur et à mesure de l'eau de Vénus. Mars et ses réserves d'eau. Qu'en est-il de l'eau sur Mars ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau liquide sur la Lune ? Et pourquoi l'eau disparaît-elle sur Vénus ? Mars a-t-elle le même problème ? Entre autres choses, cela a à voir avec l'atmosphère. La Lune n'a pas d'atmosphère, et l'eau liquide disparaîtrait donc dans l'espace. Vénus a une atmosphère mince qui ne peut pas non plus retenir l'eau. L'atmosphère de Mars est une atmosphère de CO2, mais contient aussi un peu de vapeur d'eau. Là encore, on pense que l'atmosphère martienne est trop mince pour que de l'eau liquide puisse exister sur la planète pendant un certain temps. Les rapports sur les planètes sont similaires. De la vapeur d'eau dans l'atmosphère, de la glace à l'intérieur de la planète, mais l'existence d'eau liquide à la surface de la planète est peu probable. Néanmoins, l'Internet regorge de rapports sur l'eau liquide sur Mars. Traces sombres, des rivières d'eau ou simplement de la poussière. En 2010, des traînées sombres et fugaces ont été détectées pour la première fois sur Mars. D'après le mouvement de ces traînées, elles apparaissaient, s'allongeaient et disparaissaient pendant la saison chaude. On pensait qu'il s'agissait d'eau dévalant les pentes martiennes. En 2015, on a appris qu'il devait s'agir d'eau salée. Les perchlorates sont censés abaisser le point de congélation de l'eau, comme notre antigel. En 2017, cependant, les mêmes traces ont été réinterprétées comme des flux de poussière après avoir été observées avec une caméra améliorée. Sous la surface de Mars, des lacs martiens ? En 2018, des chercheurs ont décrit un grand lac sous le pôle sud de la planète rouge. Le radar de la sonde dite Mars Express, une sonde européenne non habitée en orbite autour de Mars, est à l'origine de cette découverte. Celle-ci est basée sur une observation indirecte, la réflexion des ondes radio. En 2020, 3 autres lacs de ce type ont été décrits. Ces lacs, qui s'étendraient sur 46 000 miles, seraient composés d'eau salée. Et qu'en pensez-vous ? Peu de choses sont aussi passionnantes et en même temps aussi critiques que l'exploration spatiale. La décision de se concentrer initialement sur les vols spatiaux non habités était la bonne. Personne ne voulait prendre le risque de perdre des gens là-haut. Et l'idée de laisser les robots et les machines faire les premiers pas pour nous informer sur ce qui se passe réellement là-haut était intelligente et judicieuse. Les premiers voyageurs lunaires savaient également, grâce à des expériences antérieures, à quoi s'attendre. Sinon, un voyage sur la Lune aurait probablement signifié une condamnation à mort sans que nous puissions acquérir beaucoup de connaissances supplémentaires. Et l'humanité aurait perdu son désir de voyager dans l'espace. Mais les observations indirectes restent des observations indirectes. Et aussi précieuses que soient les connaissances théoriques, si différentes caméras peuvent confondre le même objet avec de l'eau liquide ou de la poussière,
alors la variance des observations déjà à la surface de la planète est encore très grande. Et si vous utilisiez également le radar pour caractériser une structure sous la surface de Mars, alors vous marchez littéralement sur une glace encore plus fine. Peut-on vraiment exclure que les lacs d'eau salée de Mars ne soient pas confondus demain avec ses réserves de charbon? L'eau liquide sur Mars et sur d'autres planètes est un sujet extrêmement passionnant, mais il ne sera probablement établi avec plus de précision que lorsque le premier échantillon pourrait être examiné directement sur Terre. Et si vous attendez que le premier colon martien visite la première piscine souterraine d'eau salée, il vous faudra compter avec quelques siècles de plus. La colonisation de Mars reste un rêve d'avenir, tout comme le voyage vers la Lune l'était pour l'astronome Johannes Kepler. Mais elle se produira un jour. En attendant, il est réjouissant de suivre les rapports de la NASA et de l'ESA, de rêver un peu et aussi de se forger un jugement critique. Alors, une fois encore, qu'en pensez-vous? Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.